les équipes, déjà à l'époque, étaient sur la performance uniquement, avec à la fois l'humilité, mais peut-être aussi de la lucidité. On s'est dit qu'on était une marque quand même d'une taille assez modeste, en tout cas à l'époque, que si on voulait avoir un positionnement, fallait peut-être qu'on choisisse d'autres marqueurs. Et c'est ce que Florian a vraiment bien réussi à faire. C'est Florian Olivier, pour le citer. Ouais, Florian Olivier. Il a insufflé en fait un esprit d'équipe qu'on retrouve aujourd'hui au sein d'athlètes qui sont hyper modestes. Aujourd'hui, on a des champions olympiques, champions du monde. Le trail, je pense que ça représente à peu près 50% des athlètes. Donc on va dans des secteurs aussi plus confidentiels, notamment la slackline, le parapente, voilà, des univers qui nous parlent. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Lionel Marsan, CEO de la marque Simalp, fabricant et équipementier outdoor français. Après avoir suivi des études d'ingénieur, Lionel se lance dans le monde de l'entrepreneuriat. En dépit de son intérêt précoce pour le secteur textile, ses parents, confrontés à une industrie en difficulté, l'ont encouragé à prendre une voie qu'il considérait alors plus stable. La fibre entrepreneuriale profondément ancrée dans son ADN familial et en lui l'a mené à cofonder une entreprise de contrôle qualité en Asie avec 2 amis d'école. Parallèlement, Simalp, l'entreprise dirigée alors par son père, traverse une période turbulente. C'est dans ce contexte que Lionel, à seulement 29 ans, a pris les rênes de l'entreprise, prêt à relever ses nouveaux défis et notamment un virage crucial vers l'e-commerce. Lionel évoque également dans cet épisode des aspects plus personnels de sa vie, avant de se concentrer sur les innovations, les stratégies environnementales et le futur de Simalp, et notamment le projet ambitieux de nouveau siège, le Refuge, un bâtiment autosuffisant en énergie. Lionel partage aussi ses réflexions sur le leadership et la gestion des équipes. Un échange sincère qui illustre comment une vision claire et un engagement envers des valeurs durables façonnent le succès à long terme de l'entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus. Lionel va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Course Épique. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Simalp à l'occasion des 60 ans de la marque. Simalp est une marque française innovante et engagée qui conçoit des équipements de plein air techniques et durables au service du confort et de la performance de tous les passionnés de montagne et bien sûr de trail. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode hors série de Course Épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? 10. 10 ? Ah ouais, nickel. On est au max. Franchement, on peut pas faire mieux. J'ai même pas l'espoir que de faire ta journée soit encore plus belle. T'es déjà au max. Bon alors 9,5. Je te dis de recevoir, mais en fait c'est toi qui me reçois puisque j'ai le plaisir aujourd'hui d'être dans vos locaux, les locaux de Simalp. Merci d'être là avec nous. Tellement facile, en train là, 2 heures, j'ai rien vu passer. C'était génial. Donc cet épisode, je l'ai dit, on le réalise ensemble en collaboration avec Simalp, la marque dont tu es aujourd'hui le fier CEO depuis 15 ans, après que l'entreprise t'était transmise par ton papa. C'était donc en 2009. Lionel, je propose qu'on revienne avec toi aujourd'hui sur ton parcours de vie, sur les valeurs et les convictions qui t'animent sur le terrain de l'outdoor, sur l'environnement, sur le textile et puis l'entrepreneuriat aussi qui est au cœur de ta trajectoire. Et puis qu'à cette occasion, tu nous donnes à découvrir plus en détail l'envers du décor de Simalp qui célèbre cette année ses 60 ans. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui ensemble. On enregistre cet épisode le 10 avril, Lionel, et je suis certain que tu le savais, c'est aujourd'hui la journée nationale du croissant à la cannelle aux États-Unis. Est-ce que j'aurais fait toi un homme encore plus heureux ? Je t'aurais fait passer à 9,75 si j'étais arrivé les bras chargés de croissant à la cannelle ce matin. Je m'endormirai ce soir plus intelligent. Mais là encore, vous m'avez accueilli parce que vous m'avez réservé là, un petit panier gourmand d'accueil avec des cookies maison, avec du blé complet. On sait recevoir dans la franchement, ouais. La petite tasse de café personnalisée, franchement. On a tout pour être heureux et passer un super moment. En tout cas, je suis très sincèrement réjoui qu'on puisse passer ce moment ensemble. On va apprendre plein de choses sur ton parcours et puis sur cette marque dont tu défends les couleurs avec cœur depuis bien longtemps maintenant. On va avoir l'occasion d'évoquer ton parcours professionnel, donc un peu plus en détail dans la suite de l'épisode. Je vais demander de te présenter tout d'abord avec une petite contrainte, donc dans un registre plus personnel, en tout cas dans un premier temps, autour de 3 dates ou 3 moments clés de ta vie. Alors, je dirais la date de mon mariage, 2012. La date de naissance de mon fils, 2014. Est-ce que je te piège sur le jour exact du mariage ou pas ? 28 juillet. Parfait. Et 28 juin. Ouais, facile. Ok. Je suis sur les 28. Et puis peut-être la date où j'ai repris Simalp, parce que c'est une belle aventure. Effectivement, ça fait 15 ans cette année, 2009.
Parfait. Ça plante déjà bien le décor. On va remonter un peu le temps, Lionel, si tu veux bien. Je voudrais que tu me parles un peu de ton enfance, des souvenirs que tu gardes de cette période. C'était quoi tes plaisirs alors quand tu étais enfant, si on regarde un peu dans le rétro? Quel enfant tu vois? Donc je suis fils unique, déjà, c'est quelque chose de forcément important quand t'es enfant. J'ai eu des parents où la valeur travail était très importante. Je viens de famille, si on parle de mes grands-parents qui étaient agriculteurs, tous les deux, des deux côtés. Moitié drômois, moitié ardéchois. Enfant, j'étais un enfant plutôt normal. Tonique ou plutôt à lire des bouquins ou plutôt à faire le foufou dehors? Un peu les deux? Ouais, un peu, enfin rien de fou. Okay. assez normal. J'aimais beaucoup inventer, donc passionné de Lego et de tout ce qu'on pouvait. J'allais out of the box à faire. J'adorais démonter mes jouets, tu vois, tout ce qui était électrique, électronique. La bidouille. Bidouiller très tôt et mélanger. Je me rappelle faire des télésièges, tu vois, avec mes Lego, avec des petits moteurs que j'avais récupérés dans des voitures. Génial. Voilà. Donc inventif, je dirais. Okay. Voilà. Très tête en l'air. Point que je retrouve dans mon fils notamment. Okay. Et je comprends mes parents maintenant quand. Bah, t'avais l'air d'avoir été sage en tout cas. Ouais, comme tout enfant. Ouais. Pas hyper. Pas sage. Voilà. Le sport, tu lui portais quand même un intérêt, ou l'outdoor, les montagnes, est-ce que c'était déjà présent ou à quel moment ça a commencé à trouver sa place dans tes jeunes années? J'ai commencé à faire du foot, assez classique, donc 7 ans de foot. J'ai pratiqué pas mal de sports différents, j'ai fait de la natation, j'ai fait plein de sports différents, sans jamais forcément trouver un sport qui Pour que tu fasses la décision. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas un physique d'athlète. J'ai jamais été très bon dans le sport. Mais t'aimais ça? Enfin, ça pouvait être un plaisir? Ouais, j'aimais ça. J'ai jamais réussi à trouver, je pense, que ce que je vois, en tout cas alors je baigne pas mal j'ai pas mal d'athlètes autour de moi qui sont vraiment passionnés. Encore, là, il y a 2 ou 3 semaines, on faisait un week-end Simalp. Les athlètes. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis impressionné quand tu te couches à 3 ou 4 heures du matin et que le lendemain matin, tu es capable d'aller courir, je crois qu'ils ont fait 23 km et 1000 plus. 1500, je crois. 25 km, 1500, mais endormi 25 minutes. Ouais, c'est ce que nous a dit Florian. C'est ça, alors c'est Florian, tu auras l'occasion de lui parler tout à l'heure, mais ils étaient une dizaine. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. J'aimerais bien que ça soit, tu vois, que ça fasse partie de moi. Après, j'ai jamais réussi à trouver l'adrénaline, je pense, l'intérêt suffisant pour être un passionné de sport comme ça. On m'a dit que tu avais été quand même très endurant pendant cette soirée. Tu t'étais couché tard. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai été parmi les... Ouais, j'étais finisher, ouais, tout à fait. Tu parlais de ce que t'ont transmis tes parents en termes d'éducation. Il y a la partie la dimension de travail, il y a aussi cet esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat qui était aussi déjà très marqué. Ça, tu as le souvenir de les avoir vus entreprendre. Ça t'a déjà donné envie d'une certaine façon, même si c'est compliqué peut-être à formaliser plus jeune. Ouais, c'est vrai que étant fils unique à la maison le soir, dès très jeune, ça parlait boulot. Parce que mon père, en fait, j'étais un peu malade étant jeune, quelques problèmes de santé. Du coup, ma mère s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de moi quand j'étais plutôt bébé. Et donc, quand elle a repris un travail en ouvrant un magasin où elle vendait les produits que mon père fabriquait. Donc moi, les mercredis après-midi, j'allais jouer au Lego dans le magasin. Donc j'ai eu très vite, je voyais comment elle faisait, des techniques de vente, même si elle avait pas de formation là-dedans, si tu veux, elle avait cette fibre commerciale. Et donc voilà, j'ai participé très tôt aux discussions à des discussions de grands. Ça te faisait envie? Je suis pas sûr et j'ai été éduqué, en fait, on y reviendra, mais... Donc mon père s'est retrouvé dans le textile aussi un peu par hasard, il y a une formation plus comptable et en fait il a été embauché à la sortie de l'armée dans une entreprise qui fabriquait des chapeaux à Bordeaux-Péage. Je pourrais te faire l'historique de la région mais je sais pas si c'est forcément le sujet, mais une belle entreprise qui avait plus de 1000 employés, qui était en train d'être reprise par le fils. Lui s'entendait pas du tout avec le fils et il trouvait qu'il avait pas sa raison d'être là. Et donc, je pense qu'il a eu un marqueur assez fort de cette transmission, si tu veux, par le nom et la filiation, qui n'avait ni intérêt ni raison. Et donc, moi, il m'a éduqué avec, si tu reprends l'entreprise, tu sais que tu n'auras rien réussi à faire d'autre.
Ok, c'est pas Voilà, c'est pas l'option. Très tôt, si tu veux, je me rappelle, C'est pas très A. tôt, si tu veux, je me rappelle assez petit où voilà, il m'avait clairement dit que ça serait plus en échec si je reprenais l'entreprise, quoi. Il n'y avait pas aussi cette idée un peu, j'avais cru comprendre, de te prémunir peut-être aussi d'une industrie difficile aussi. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de te préserver aussi parce que le textile est compliqué, un marché compliqué et finalement. Alors c'est sûr, t'embarquer dans c'est ça. sûr que clairement, de toute façon, leur but c'était que je devienne ingénieur. Donc voilà, ça c'était le Graal. Dans la famille, il y avait un cousin de cousin qui était ingénieur et si tu veux, c'était un marqueur social fort et voilà. Donc pour eux, c'était une vraie réussite le jour où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur parce que j'ai réussi à atteindre le but. C'était un beau moment, je pense, pour eux. Tu te rêvais comment, toi, à l'époque, quand tu étais jeune, tes idées Je me souviens, tu vois, dans les activités, il y avait un petit peu d'activités agricoles aussi, assez petits. En fait, on avait quelques champs autour de la maison et donc on revendait des cerises et des fraises, des fruits comme ça. La Drôme, une grande région de production. Et je me souviens assez tôt imaginer, inventer des machines qui ramasseraient automatiquement, tu vois, les fraises Lego qui ramasseraient des fraises. Alors, ouais. Combiné de patients. Non, je me souviens de faire des dessins avec des machines comme ça. Un peu géotrouve tout quand même, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Ouais. T'as exactement le bon mot je sais pas si on va l'aborder, mais géotrouve tout, c'est pas ingénieur. Et c'est là où du coup la formation, il y a eu un schisme. Donc ta formation d'ingénieur, t'en as parlé, ça a été donc un choix, en tout cas c'était une idée qui plaisait à tes parents. Est-ce que pour toi tu l'as ressenti comme un choix de cœur malgré tout ou c'est plus un choix de raison d'avoir pris la direction de ces études-là? Non, j'étais assez aligné avec ça, heureusement, parce que sinon ça aurait été une souffrance. Une vraie souffrance. Non, j'étais assez aligné, ça me plaisait, j'avais ce côté géotrouve tout, et c'est là où je te disais que justement ça... Quand je me suis retrouvé dans la fin des études, j'ai compris qu'un ingénieur, c'était pas un géotrouve-tout, et ça m'a un peu déçu. Il manquait la part de créativité. Exactement. Ouais. C'est ça. Okay. Ouais. Merci beaucoup pour ces échanges préliminaires sur la sphère un peu plus personnelle. On va rentrer ensuite un peu plus dans le détail de ton expérience professionnelle et puis tes premières initiatives déjà jeunes finalement dans l'entrepreneuriat. Avant ça, j'ai 3 questions pour le questionnaire de Proust, qui est une rubrique traditionnelle du podcast. La première d'entre elles, l'imprévu qui t'a fait le plus avancer dans la vie. Une chose qui est arrivée à un moment où tu n'imaginais pas, qui a eu une incidence importante. Bonne question. Pas simple. Pas simple. Si je remonte pas trop dans le temps, j'ai eu une opportunité il y a quelques mois, peut-être 2 ans. En fait, notre designer, autour d'un repas, donc il faut savoir que je suis passionné d'astrophysique, de tout ce qui parle de l'espace, et donc forcément de la NASA, de SpaceX, etc. Et en discutant, un soir, je crois on était en train de dîner ensemble, il me parle de son ancienne collègue de travail qui travaille maintenant à Cap Canaveral pour la NASA. Et donc, en avançant et en discutant, je comprends que donc elle travaille pour la NASA et qu'en fait, elle aide les marques à développer des produits à l'effigie de la NASA. Là, il y a une ampoule qui vient au-dessus de ta tête. Et alors là, il y a les yeux qui brillent. Et donc, il faut savoir que la NASA, c'est une organisation, c'est pas une société. Et donc, Laurent, notre responsable du design, est en très bon contact avec cette ancienne personne et me dit, bah oui, si tu veux faire des produits NASA, j'ai les contacts et on pourrait le faire. Et donc là, se met en marche assez rapidement le plan NASA. T'as réussi à dormir ce soir-là ou pas? Je sais pas, mais je sais que c'était avant les vacances. Je me rappelle assez bien. Pendant toutes les vacances, ça m'a travaillé. On a échangé du coup assez rapidement avec Laurent et on a passé. Enfin, moi, j'ai passé mon été en tout cas à rêver de ce produit. Et donc, on a sorti il y a 1 an une chaussure à l'effigie de la NASA. Un rêve de gosse. Un rêve de gosse. D'adulte aussi, mais c'est génial. C'est ça. C'est pas forcément en termes de vente, mais en termes de plaisir. J'avoue que c'est vraiment quelque chose qui personnellement m'a touché. Que tu raconteras à tes petits-enfants, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va marquer ta vie. J'ai mis des paires de chaussures de côté pour les générations à venir. Exactement. Merci, super, incroyable, imprévu, improbable. Provoqué aussi par la force des choses, un peu inattendu, en tout cas l'opportunité saisie à point nommé. Une invention du passé que tu aurais aimé concevoir en géotrouve tout que tu es?
Le transistor, c'est peut-être pourquoi. Ouais, Je vois dans c'est tes ça, yeux. exactement le pourquoi. Le pourquoi. Tout ce qui, c'est ce qui permet en fait de faire les 0 et les 1, les fameux 0 et les 1 qui nous permettent d'avoir de l'informatique aujourd'hui. Donc je trouve que dans l'ère dans lequel on vit, c'est pour moi l'origine de tout ça, du numérique. Parfois, je me pose la question si ces inventions n'existaient pas. Enfin, tu vois, si demain on devait dire, on savait que ça existe, mais qu'on devait soi-même le créer, je sais pas trop. Enfin, toi, tu te verrais, tu saurais, par exemple? Alors, je me pose souvent la question. Ouais, des fois, je me dis que je dois être bizarre. En fait, il y a deux questions que je me pose. C'est toutes les inventions qui auraient pu voir le jour et qui ont, du coup, pas vu le jour. Et je me dis, il y a peut-être des trucs extraordinaires que des personnes ont inventés, mais pour des raisons diverses sont tombés dans l'oubli. Et voilà. Et alors que ça aurait pu changer, tu vois, le téléphone tel qu'on le connaît aujourd'hui, si Steve Jobs l'avait pas sorti au bon moment avec tout ça, on n'aurait certainement pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je me pose la question souvent de me dire si je me retrouvais, en 1600 par exemple, qu'est-ce que je serais capable de faire ? Parce qu'en fait, on ne sait pas faire grand-chose avec rien. Tu vois, de faire un miroir, des trucs hyper basiques, d'être capable de les reproduire demain. Un vélo, tu saurais, peut-être ? Ça me paraît faisable. C'est assez mécanique, donc potentiellement, ouais, mais tu vois, pas simple, quoi, des trucs, comment tu fais la chaîne, tu vas produire une chaîne, typiquement. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va y réfléchir. Dernière question de ce questionnaire de Proust, c'est une activité que tu peux faire sans voir le temps passer. Programmer, tu vas me mettre devant un ordinateur et faire des lignes de code. Pour un usage perso, la finalité personnelle, ou ça rejaillit sur le travail aussi? Alors non, heureusement qu'il y a des gens bien meilleurs que moi chez Simalp pour faire ça. Ça l'a été au début, j'ai commencé, j'ai fait le premier site internet et tout ça, mais j'adore vraiment. Et aujourd'hui c'est plus perso pour m'amuser. Donc ça, tu peux partir dans ton bureau, faire ça et puis ressortir 6 heures après? Ouais. Ok. C'est pas forcément ce que ma femme... Elle t'encourage pas à faire ça? Non. Mais quel bonheur de le voir épanoui en sortant. Ouais. D'accord, ça se discute. Ça se discute. Okay. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, Lionel. On va maintenant parler plus de registre pro et de tes entreprises, ton esprit d'entreprise. La première initiative, elle est arrivée assez tôt dans ta carrière. C'était quoi tes aspirations et tes ambitions alors? Si je me trompe pas, la boîte s'appelait AQM, c'est ça? C'est possible? Est-ce que c'était l'acronyme de vos noms de famille? Je me suis posé la question. Non, pas du tout. Même pas? Ouais. Okay. Non, c'est Asia Quality Management. Ok, donc si le M était celui de ton nom de famille. Non. En tout cas, c'est mieux que Mac ou CAM. Voilà, AQM, c'est vrai. Dans le choix de l'acronyme, ça marchait mieux. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là avec deux copains d'école? Ouais. Donc effectivement, j'ai très tôt eu envie d'entreprendre. Vraiment, le premier truc sur lequel j'ai entrepris, j'étais, je pense, en première année, donc en école d'ingénieur. Et en fait, j'ai découvert des petits porte-clés qui se mettaient sur les téléphones et qui se mettaient à clignoter quand tu allais avoir un appel. Je sais pas si avant que ça sonne? Ouais, avant que ça sonne. Quelques secondes avant, en fait, ton téléphone se met en lien avec le réseau. Et donc, il augmente un petit peu la puissance. Et du coup, le porte-clé le détecte. Voilà, c'est juste un petit transistor, du coup, pour reboucler sur le... Okay. Et donc, le porte-clé le détecte. Et un été, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était des trucs Snoopy, tu vois, des trucs assez futiles. Mais j'avais cet esprit d'entreprendre et je me suis dit, mais c'est canon, faut trop en importer. Et donc, j'en ai acheté 5000. Ça venait de Hong Kong, je me rappelle, et donc mon père m'a prêté l'argent et j'ai importé ces petits porte-clés et on s'est mis à vendre ça avec des copains d'école. Que tu distribuais comment? Physiquement ou parce que Ouais, c'est ça, un peu physiquement au début. On s'est dit on va aller en vendre dans des magasins et puis en fait on était des étudiants, on était tout jeunes, on savait pas trop comment faire, mais ça a été un super tremplin. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est, je trouve une bonne façon de se mettre le pied à l'étrier. T'as encore 4500 porte-clés à la maison là? Alors non, je les ai vendus. Je pense pas qu'on ait gagné beaucoup d'argent, mais par contre ça nous a permis de comprendre pas mal de choses. Tu vois que notamment le produit était une part du travail, mais c'était pas tout
tout le travail, il y avait aussi le faire savoir qui était important et qui va me servir après dans ma carrière de me dire tu peux avoir un super produit et que ça marche pas du tout. Voilà. Parce que le vendre, c'est un métier et c'est important. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a quelque part mis en confiance sur le fait d'entreprendre, enfin en tout cas donné l'envie, même si ça n'a pas été forcément un engouement terrible sur ce produit-là. Et du coup, à la sortie de l'école, effectivement, avec deux amis, on a en fait, j'avais moi ce ressenti, si tu veux, mon papa donc fabriquait des vêtements principalement en Europe. En fait, il a commencé lui à fabriquer en France. Puis après, pour des raisons de compétitivité, a dû partir en Espagne, en Italie, puis Maroc, enfin Maghreb en règle générale. Et c'était de moins en moins compétitif. Donc il devait aller en Chine. Et le problème, c'est qu'il avait un problème de qualité sur la Chine. Et je me suis dit, il n'y a pas d'entreprises qui peuvent l'aider en fait sur le contrôle qualité. Il y a un vrai besoin. Donc j'ai eu cette idée de monter une entreprise de contrôle qualité en Chine. Des débuts pas forcément simples. Enfin, vous êtes fait un peu peur, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'était en 2003-2004. Donc avec Alexandre et Grégoire, je salue si jamais ils écoutent ton podcast. On a donc monté cette entreprise à Hong Kong. Au départ, donc plutôt dans l'idée d'aller faire du contrôle qualité pour des entreprises de petites entreprises ou de taille moyenne. Et effectivement, on s'est heurté à un problème de marché, de trouver son marché, ce qu'on appelle le product market fit, et de comprendre effectivement qu'il allait falloir changer parce que ça marchait pas très bien. Donc on a eu 2-3 ans pivots. Difficiles, quelques pivots, jusqu'à trouver effectivement le bon produit et la bonne typologie d'entreprise. Et vous avez revendu la boîte ensuite? Ouais, c'est ça. Donc ensuite, moi on a eu plusieurs marques d'intérêt d'entreprises. On est assez rapidement monté à une centaine de collaborateurs. Là, on est en 2009. Toi, tu vivais là-bas? Alors, moi, j'avais un appartement à Canton. Je faisais des allers-retours en fait. Et puis donc on a eu Bureau Veritas, on peut le citer, il y a prescription, qui a marqué l'intérêt. On n'était pas forcément alignés à ce moment-là sur des intérêts de revente. Entre vous trois? Ouais, entre nous trois. Okay. Ouais. Il n'y a pas eu de dispute, mais il y avait un problème d'alignement sur des considérations fiscales notamment, parce que moi j'étais résident français et donc je leur ai proposé pour que ça soit plus simple en fait de leur revendre mes parts. Voilà. Donc moi j'ai revendu à ce moment-là et ça coïncidait effectivement avec le moment où mon papa m'a expliqué que lui il souhaitait arrêter l'entreprise parce que ça devenait trop difficile. Tes plus grands apprentissages de cette première expérience, en tout cas d'entrepreneuriat, ça a déjà aidé beaucoup à travailler ta résilience. Là, ce que tu dis, c'est quelques années du début, en tout cas, qui ont été moins simples, où il faut un peu faire le dos rond, imaginer même le pire, se dire que ça va pas fonctionner, qu'il va falloir arrêter. Je crois que vous êtes passé par ces étapes-là, puis finalement réussir et pivoter, et s'adapter, et puis trouver son marché. Tout ça, ça a contribué à notamment développer cette qualité-là, en tout cas la conforter. Qu'est-ce que toi, tu as gardé en tout cas de ce premier gros apprentissage à grande échelle après tes toutes premières initiatives avec les porte-clés dont tu parlais? C'est effectivement la résilience, montrer que on est passé effectivement pas très loin de la banqueroute avec AQM. On a dû faire des choix, partir dans des voies différentes pour finalement trouver le bon produit en fait. Donc c'est de développer cette conscience qu'on t'apprend pas forcément à l'école. Dire que tout était possible. Ça, t'avais ça en toi déjà, ce tempérament? Je pense que je l'ai développé. Ouais, je l'ai développé petit à petit. Je pense pas que ça soit quelque chose d'inné en fait. C'est quelque chose que tu bâtis. Et qui se cultive ensuite. Et qui se cultive, ouais. On va parler donc de tes débuts au sein de Simalp. Donc tu as pris la direction à 29 ans. Tu vas nous raconter comment s'est opéré la transmission auprès de ton papa, le moment où il est venu à toi et que, voilà, tu as dit tout à l'heure que ça avait été très, très progressif, pardon. Tu étais jeune quand même, 29 ans, c'est jeune. Il y a un héritage familial qui est aussi important, sur lequel je pense, on ressent encore moins le droit à l'erreur en tout cas. Comment toi, est-ce que tu te sentais armé pour ça ou est-ce que tu étais presque aveuglé par tes convictions, ta confiance, ton envie? Donc je veux bien que tu me racontes à la fois comment tout ça s'est passé et puis toi comment tu l'as ressenti et perçu et ton niveau d'envie et de confiance à l'époque pour te lancer et faire le grand saut. Déjà, je pense que la réussite que j'avais pu avoir avec AQM m'a mis en confiance sur le fait d'entreprendre, d'arriver à pivoter justement et peut-être trop d'ailleurs en confiance parce que ça n'a pas été simple.
Donc d'une certaine façon, j'avais cette confiance en moi de me dire que j'avais la capacité de faire rebondir, de faire changer. Donc potentiellement de me dire que j'allais pouvoir passer d'une entreprise qui avait un modèle à une entreprise avec un autre modèle. Et par contre, effectivement, j'étais certainement un peu jeune, un peu trop jeune. Et il y avait encore plein de choses que j'ignorais, plein de choses sur lesquelles j'étais pas prêt. Bon, voilà, ça c'est la vie et tu fais plein d'erreurs et voilà. Tu étais bien entouré aussi, je pense que ton papa, que je crois, est là aussi aujourd'hui. Il était aussi là, quelque part en filigrane aussi autour de toi à ce moment-là. Il était présent ou est-ce que vraiment il t'a donné les clés? Alors le deal était plutôt que donc lui il en avait marre pour être je pense qu'il était fatigué voilà, d'avoir travaillé toute sa vie et donc le deal était vraiment je te passe les clés, moi je te fais la compta et tu te débrouilles. Et moi, j'avais besoin de ça parce que moi, j'étais vraiment pas préparé, parce que j'avais pas du tout dans l'idée de me retrouver à la tête de l'entreprise et de reprendre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi en fait avec l'entreprise, avec des discussions de famille, avec du temps passé pendant les vacances, le mercredi, le week-end souvent. Donc c'était quelque chose d'important pour moi de voir cette entreprise s'arrêter. C'était vraiment quelque chose qui me fondait le cœur. Donc il y avait un marqueur émotionnel important. Moi j'habitais à Paris à l'époque. J'avais une volonté d'indépendance et donc là de me dire tu vas te retrouver à devoir revenir chez papa-maman à 30 ans, ça fait un peu mal. Ça a été... alors je me suis dit que ça allait être dur, mais je pense que j'étais encore en dessous de la vérité. Donc voilà, ça a été un moment un petit peu compliqué et une décision pas forcément facile à prendre. Tu parlais là de cet engagement et cette relation émotionnelle déjà à l'entreprise. Est-ce qu'il y avait aussi un intérêt marqué, une appétence en tout cas pour l'industrie et le secteur de textile en soi? Est-ce que c'était indispensable qu'il y ait ça ou c'était avant tout le projet familial qui prenait le dessus? Non, c'est un mix des deux. L'avantage du textile, c'est que dans l'entreprise, il y avait d'autres marques que Simalp. Il y avait pas, Simalp était une marque, petite marque dans l'entreprise. Moi, c'était vraiment celle qui m'intéressait le plus parce que justement, ce côté dans le textile, Géo trouve tout, tu peux vachement t'exprimer. En fait, je voyais plein de choses à apporter au secteur. C'était un secteur qui me parlait, moi, le secteur du sport, de la montagne. Mon analyse, c'était que les marques étaient un petit peu, pas très innovantes, en fait, justement, et qu'il y avait plein de choses à faire et que j'allais pouvoir justement apporter ma créativité. Donc je suis arrivé plein de certitudes et plein d'envie. C'est important d'en avoir aussi, d'avoir un cap déjà. Ouais. Non, mais heureusement que j'ai eu ces certitudes, sinon j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc effectivement, c'est une bonne chose. Après, faut pas trop en avoir. On y reviendra un peu plus tard sur les choix forts que tu avais fait dès le début. Avant ça, je voudrais juste qu'on remonte d'un étage sur Simalp. Aujourd'hui, on va s'attacher plus particulièrement à cette marque-là dans le cadre de ce qui t'a été transmis. C'est donc 60 ans cette année. Il y a un fort ancrage, un ADN montagne depuis toujours, et puis une raison d'être qui est de permettre aux hommes de se connecter à elle. C'est ça, je crois. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? C'est le moment de nous parler un peu de la mission de la marque, tes convictions, les valeurs, enfin voilà, tous les piliers que vous vous attachez maintenant à défendre becs et ongles et avec la même conviction et la même sincérité depuis 6 décennies. Pour moi, ce qui est vraiment impressionnant sur cette marque, c'est qu'en 60 ans, elle a assez peu dévié en fait de sa trajectoire. À l'origine, c'est un passionné d'alpinisme qui va la fonder en se disant que sur le marché, il manque des pantalons extensibles. En fait, l'équipement de montagne traditionnel, c'est grandes chaussettes en laine. Ça manque de stretch un peu tout ça. Et voilà, exactement. Et c'est une façon de s'équiper qui n'est pas forcément la plus adaptée. Et donc, lui, il se dit qu'il y a un potentiel pour aller faire des choses nouvelles. Donc, c'est ce qu'il va faire. Ça va avoir un succès quasi immédiat. Alors, je n'étais pas né à cette époque-là, évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et donc, pendant les 60 ans de la marque, effectivement, c'est vraiment un ADN fort sur à la fois l'innovation, rendre aussi accessible, c'est-à-dire que c'est une marque qui a jamais été avec un positionnement très haut de gamme, élitiste, à dire on va équiper que la très haute montagne des alpinistes. Donc, toujours une marque qui est ouverte aux autres et qui a pour but de démocratiser en fait et de rendre accessible la montagne et de connecter finalement, de permettre à tout le monde, qu'on soit jeunes pratiquants comme des pratiquants confirmés, de rendre accessible.
Avec cette notion de qualité-prix, je pense, qui est importante, c'est-à-dire vous n'êtes pas non plus entrée de gamme, mais de trouver un ratio et être compétitif au regard de la qualité que vous proposez dans les produits. C'est ça, c'est avoir la meilleure. En fait, le but qu'on a, c'est et qui fait encore plus résonance aujourd'hui avec les engagements de la marque sur le plan environnemental, c'est que aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on peut faire de plus fort pour réduire l'empreinte de nos produits, c'est de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. On a toujours eu la marque a toujours eu cette notion de produits de qualité. On ne limite pas la qualité de nos produits. Enfin, on fait vraiment les produits les plus qualitatifs possibles. Et après, effectivement, on a maintenant un système de distribution qui est essentiellement par Internet, via notre site Internet en direct, qui nous permet de réduire en fait des coûts puisqu'on fabrique, on va à l'essence de la fabrication du tissu jusqu'à la vente du produit, ce qui nous permet d'avoir toute cette verticalité, de maîtriser la chaîne de valeur et donc d'apporter au client un produit qui est au final pas trop cher par rapport à l'excellence qu'il représente. Oui, parce que les retailers physiques, en tout cas la distribution physique implique des coûts et des marges qui ont un impact assez considérable. Oui, un magasin, ça coûte cher. Ouais, c'est pas mal de charges. Je reviens un tout petit peu en arrière, donc, mais ça fait parfaitement lien avec ce que tu viens d'expliquer. Tu avais une conviction très forte en arrivant, qui était celle déjà du e-commerce. Donc, on parlait du product market fit. Il y a aussi une histoire de temporalité, il faut être aussi au bon moment. C'est peut-être la bonne idée, mais pas le bon moment. On parlait des inventions tout à l'heure. Il y a peut-être eu des très belles choses inventées, mais pas exactement au moment où le marché était prêt à l'accepter, à l'accueillir. C'était indispensable pour toi d'être dans cette logique de révolutionner finalement l'approche pour pouvoir espérer tirer ton épingle du jeu quand t'es pas le plus fort, quand t'as pas les plus gros budgets marketing, quand il y a déjà des marques très installées, c'est très concurrentiel. Il faut forcément faire un pas de côté très fort. Toi, c'était à ce moment-là ta conviction sur le e-commerce qui était encore balbutiant. On a l'impression que ça fait tellement partie de nos vies aujourd'hui que ça paraît une évidence. Mais à l'époque, c'était très tôt et c'était très marginal finalement dans le chiffre d'affaires sur ces toutes premières années. Là, on parle de ça il y a 15 ans. C'est ça. Alors j'ai appris à me méfier effectivement de mon côté un peu avant-gardiste, en tout cas sur l'aspect, enfin on pourrait dire geek aussi. Et donc en 2009 effectivement quand j'ai ce désir de reprendre l'entreprise, ma vision c'est que le e-commerce est déjà là. Puisqu'il y a déjà des sites qui vendent des chaussures, notamment comme Sarenza, où je me souviens plus du nom. Zalando peut-être déjà. Alors, peut-être un peu plus tard. Ouais, je sais Sarenza, plus. Enfin, aux États-Unis, c'est Zappos. Et donc moi je me dis, il y a déjà un marché. Enfin, moi j'achète déjà pas mal de choses sur Internet, l'informatique. En 2009, il y a déjà quelques produits qu'on achète en e-commerce. Et donc moi je me dis que le marché est déjà là. Et que ça va faire que grandir. Donc pour moi, effectivement, l'objectif, c'est de se dire, on va faire passer de Simalp d'un modèle de vente B2B. Donc on vendait, mon papa, son métier, c'était de vendre à des magasins. Et ensuite, ces magasins, effectivement, ont d'une certaine façon l'obligation de prendre 50% de la marge pour pouvoir couvrir leurs frais liés à la vente de leur magasin, le loyer, payer les employés. C'est quelque chose qui coûte cher. Et donc, effectivement, le fait de vendre par Internet coupe complètement ces coûts. Et donc, un produit qui doit être vendu 100 € en magasin, théoriquement, tu peux te dire que tu peux le vendre 50 ou 60 € en le revendant sur Internet. Donc si tu ajoutes un petit peu de coût marketing lié à la vente sur Internet à l'époque, tu te retrouves avec un moins 25, moins 30% pour un produit de qualité identique. Et donc je me dis, fort de tout ce que j'ai pu voir, ce que j'ai appris, il faut trouver le bon product market fit. Et ce qui va être important, effectivement, quand on achète un produit, on achète soit un prix, soit une marque, soit un design. Et donc, moi, je me dis que ça va être le prix, d'avoir des bons produits de qualité avec un prix défiant toute concurrence. Et donc, je me lance comme ça dans l'aventure Simalp. Petite désillusion au début, en tout cas, sur le modèle que tu as imaginé, parce que la réalité des chiffres te montre des limites. Comment est-ce que vous passez à travers ces premières années qui n'ont pas été très faciles? Quels ont été les choix forts peut-être que tu as dû faire pour pouvoir sortir la tête de l'eau et construire en tout cas une marque qui est encore là et qui va bien aujourd'hui? C'est vrai qu'en 2009-2010, c'est une époque où les magasins sont vraiment vent debout contre Internet. En gros, c'est soit tu vends sur Internet, soit tu vends dans mes magasins, mais les deux, on veut pas. Donc à cette époque-là, Simalp fait à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires. Et sur Internet, la première année, je vais faire 30 000 €. Je m'attendais à faire pas loin de 10 fois plus. Et donc,
en plus de faire que 30 000 €, j'ai effectivement des magasins qui me disent vous vendez sur Internet, on vous distribue plus. Donc oui, c'est un moment de désillusion. Mais à cette époque-là, autant que je me souvienne, je crois fort en mon idée et j'ai la conviction que ça va se développer. C'est la bonne direction en tout cas. Ouais, c'est la bonne direction et que ça va se développer vite. Et du coup, je me dis qu'il faut persévérer. Ça va continuer d'être compliqué pendant plusieurs années, pendant 5 ans en fait, jusqu'en 2014, où là on va atteindre en fait un point de bascule. Je pensais pas que ça mette 5 ans. Et du coup, je vais avoir besoin un peu de chance, un peu de bonnes idées pour passer ces 5 ans. Et c'est là où je pense que dans la vie d'un entrepreneur, il y a souvent, alors il y en a qui ont certainement un long fleuve tranquille et tant mieux pour eux. Moi, je passe 5 ans vraiment difficiles à travailler 24, 7 jours sur 7. Chance, mais il y a beaucoup de travail aussi. C'est ça. À avoir peu, voire très peu de possibilités de me verser un salaire. Et donc, mais tu es habité par ta conviction, tu te dis que ça va marcher. Alors j'ai une période de doute quand même en 2012 où je me dis que ça fait quand même 3 ans que je galère et que ça serait peut-être une bonne idée que j'arrête. Et puis à ce moment-là, je mets en vente. Donc j'ai quand même assez loin. Ouais, et donc je comprends que j'ai 2 repreneurs qui se présentent, qui ont un beau profil. Et les banques clairement regardent à peine le dossier et leur disent non mais... Textile, ils n'aiment pas, c'est textile, ça les banques. Voilà, clairement ça fait partie de leur secteur sur lequel ils vont pas. Et donc là je me dis que ça va être impossible de vendre. En attendant, ça me fait perdre ou gagner du temps, je sais pas comment on peut voir. Et j'essaye de trouver d'autres alternatives. Et finalement, j'arrive à passer ce cap et à me retrouver en 2015 avec, là pour le coup, un site internet qui commence à devenir... à payer les charges en fait et à me donner la possibilité d'aller plus loin et d'aller... Donc c'est le fait d'avoir tenu bon, que les usages aussi se développement, c'est ça que finalement le grand public commence à s'approprier le e-commerce et à être moins craintif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense à ça, le moment où tu vas voir ton papa et tu lui exposes que tu considères peut-être vendre Simalp, c'est un moment qui doit être émotionnellement très difficile. Ouais. Et j'imagine qu'il a observé en tout cas que ça allait pas exactement comme tu l'imaginais, mais ce moment où toi tu formalises l'idée d'une vente, j'imagine que tu es complètement dans tes petits souliers à ce moment-là, ou le cœur surtout. Ouais, c'est un échec, c'est clairement un échec. Après moi j'ai besoin de me construire, je me dis qu'il faut que je fonde une famille et que j'avance dans ma vie et que ça fait aussi partie de la vie, l'échec, qu'il faut l'accepter. Clairement oui, c'est une période hyper difficile quoi. C'est un apprentissage par un échec. On dit souvent ça. Toujours. Ça marche bien en course à pied, ça marche dans l'entrepreneuriat aussi. Ce qui fait et ce qui est Simalp aujourd'hui, qu'est-ce qui, si demain, dans un linéaire ou sur un site ou si sur une page Facebook, je change le logo, je l'efface, qu'est-ce qui fait que là, je sais que ça va être Simalp, que là, ça peut pas l'être? C'est quoi aujourd'hui les piliers à la fois sur le fond, sur la forme, c'est quoi vos éléments de singularité, puisque c'est essentiel aujourd'hui pour exister dans un marché très concurrentiel, on l'a dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on perçoive mais ce qui est la réalité de Simalp en fait, ce qui ment pas? L'innovation, ça a toujours été quelque chose qui ce côté un peu géo trouve tout. Et souvent, ça me fait plaisir. C'est des verbatim qu'on retrouve quand on va sur les salons et que du coup, on est en contact avec les clients parce que Internet, parfois, ça a ce défaut de ne pas avoir un contact aussi direct qu'on pourrait l'avoir en magasin. Ça a l'avantage, par contre, d'avoir le contact direct avec les clients. Et donc, quand je dis l'innovation, c'est ces petits détails qu'on va retrouver notamment dans le trail, sur des poches bien pensées, la bonne matière au bon endroit, des petits détails en fait qui vont faire la différence et oser. Là où des marques plus établies, elles vont avoir tendance à se mettre des limites, alors que nous, on a une structure plus légère et une capacité à tester. Et à pouvoir rebondir, ajuster, plus d'agilité peut-être aussi, d'agilité, de rapidité, plus légère. Ouais, exactement. Même si les cycles sont quand même longs dans la production, en tout cas dans le développement. Ouais. Mais... Après, on a une grande différence avec beaucoup de marques, c'est qu'on n'a pas de collection. Donc on fait pas de collection printemps, hiver, etc. Et ça nous donne une force d'amélioration des produits et donc de toujours apporter... que ça soit dans la coupe du vêtement, de toujours avoir un coup d'avance et d'avoir une agilité, en fait, une rapidité d'exécution. Donc ça, c'est le premier point qui ferait qu'on est fier des produits que
qu'on fait. Après, je dirais qu'au sein de l'entreprise, il y a, pour moi, j'essaye de faire de l'entreprise Simalp l'entreprise où j'aurais rêvé de travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir réalisé ce rêve aussi. D'avoir. Alors, je dis pas que tout est parfait et qu'on travaille chez les bisounours. Hein. C'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, on essaye d'avoir un travail. En tout cas, j'espère que travailler chez Simalp, c'est aussi partager une passion, partager de bons moments, être à la fois, avoir le maximum de liberté. J'aime bien donner beaucoup de liberté aux équipes. Donc de la confiance. Donc de la confiance, ouais. Et donc ça, c'est important, ouais, d'entendre rire dans les bureaux, de sentir que les gens, ils sont contents autant que possible d'être au travail et de pouvoir s'épanouir dans leur travail, de grandir, de passer de changer de poste. Ça, je pense que je dis pas que c'est unique, mais vous soignez ça, en tout cas, vous êtes attentif à ça, le développement aussi et l'accomplissement personnel. C'est ça. L'engagement environnemental, il est central évidemment pour Simalp parce que toi, c'est une sensibilité qui est ancrée en toi depuis toujours. Je sais que tu es aussi investi par ailleurs dans d'autres projets environnementaux. Je pense notamment à Environnementaliste, dont tu es le fondateur, qui est une autre de tes casquettes. Comment est-ce que tout ça a trouvé sa place aussi et résonance auprès de toi d'un point de vue personnel avant de s'inscrire viscéralement dans ce qu'est Simalp et dans ce que cherche à défendre la marque? J'ai effectivement très tôt eu cette conviction qu'on allait droit dans le mur, qui n'a pas trop changé malheureusement. Donc j'ai pu noter que le textile était une industrie archi polluante et que voilà où je me suis attaché aux 80%. Enfin, aux 20% qui représentent les 80% de la pollution, c'est-à-dire à la partie fabrication du textile en lui-même, la teinture, tous les apprêts. Et donc très tôt, en fait, on a été précurseur sur les méthodes de fabrication, l'utilisation de colorants sans plomb, enfin voilà, sans métaux lourds. Et donc dès 2014, je vais voir en fait nos fabricants de tissus et je leur dis l'avenir il est clairement sur la partie durabilité. Donc il faut que vous alliez dans ce sens-là. Et moi je vais chercher de plus en plus de tissus avec notamment un des concepts qui s'appelle Blue Sign, qui permet de réduire vraiment drastiquement, on parle de 95% de la pollution qui est réduite en appliquant ces techniques. Donc ça, c'est des partenaires qui sont labellisés Blue Sign, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est donc les fabricants du tissu. Et donc, je vais très tôt demander à la plupart de nos fabricants de tissus de se faire labelliser, d'entrer dans ce processus-là. Aujourd'hui, ça devient sur le marché quelque chose de quasi standard. En tout cas, dans le monde de l'outdoor, c'est bien. Ça bouge vite. Les choses avancent, heureusement, j'ai envie de dire. Après, ce qui est difficile, je trouve, dans cette problématique, c'est que c'est une problématique un peu sans issue. Parce que si tu veux faire le mieux possible, il faut rien faire. Et c'est là où c'est un problème qui n'est pas forcément facile à prendre à bras-le-corps, parce que l'issue n'est pas vraiment bien fléchée. Néanmoins, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on peut voir, il y a un vrai problème sur la partie recyclage des produits. Aujourd'hui, recycler le textile, on sait faire des textiles à partir de matériaux recyclés, mais on ne sait pas recycler nos textiles. Donc ça, c'est un sujet de filière. Il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet sur lequel les choses doivent aller plus vite. Et c'est pour ça que nous, on s'engage vraiment sur la durabilité, et ça tombe bien, ça faisait partie vraiment de l'ADN fort des produits Simalp, qui était la durabilité, quoi. On a souvent des clients d'un âge un peu plus avancé qui viennent avec des produits des fois qui ont 20-30 ans et qui sont toujours dans un état correct. Voilà. Impressionnant. Il y a, donc ça, on le comprend, en tout cas, c'est un engagement que tu as en toi. Pas forcément, c'est toi qui fixes aussi le cap sur ça. Et on le perçoit bien, en tout cas, chez Simalp, que c'est essentiel dans ce que vous construisez aujourd'hui comme offre. Il y a beaucoup de communautés, c'est une notion qui est assez centrale autour de Simalp. Il y a plein de lectures de ça. Il y a les collaborateurs, on l'a compris. Il y a vos athlètes, il y a les clients. Il y a, j'imagine, des partenaires aussi B2B et autres. Est-ce que tu peux un peu nous donner un panorama de tout ce qui compose aujourd'hui à la fois Simalp, mais toutes ces communautés qui sont réunies autour de la marque? Effectivement, on a une communauté aujourd'hui qui est importante, qui sont nos athlètes.
On a plus d'une trentaine aujourd'hui d'athlètes. C'est quelque chose qui s'est construit, je dirais que ça fait au moins peut-être 7 ans. 2016, je crois. 2016, ouais, tu vois, ouais. Donc depuis 2016, on a une équipe, on a commencé tout petit. 10, je crois, au départ, c'est ouais, ça. Et puis surtout sur des niveaux plus modestes. Et c'est ce que je trouve aussi chouette chez Simalp, c'est qu'on fait les choses petit à petit. Il y a vraiment une notion de prendre son temps, d'aller petit à petit vers le but qu'on s'est fixé. Avec humilité et aussi singularité, je pense, même ne serait-ce que même le casting de cette première équipe trail. Enfin, il y a un casting qui a été mis en place sur les réseaux sociaux. Je crois déjà sur la forme, c'était assez intéressant. Au-delà de se dire que vous n'allez pas chercher que des champions du monde, c'est aussi déjà une approche un peu alternative. Ouais, on s'est posé les questions en fait de qu'est-ce qui, effectivement, toutes les équipes déjà à l'époque étaient sur la performance uniquement, avec à la fois l'humilité, mais peut-être aussi de la lucidité. On s'est dit qu'on était une marque quand même d'une taille assez modeste, en tout cas à l'époque, que si on voulait avoir un positionnement, fallait peut-être qu'on choisisse d'autres marqueurs. Et c'est ce que Florian a vraiment bien réussi à faire. C'est Florian Olivier, pour le citer. Ouais, Florian Olivier. Il a insufflé en fait un esprit d'équipe qu'on retrouve aujourd'hui au sein d'athlètes qui sont hyper modestes. Aujourd'hui, on a des champions olympiques, champions du monde. On a vraiment des profils maintenant qui sont beaucoup plus avec des palmarès établis en termes de performance. Établis en termes de performance. Mais pas que dans le trail, je me permets de le préciser parce que peut-être que les auditeurs de podcast auront une lecture avant tout trail, mais il y a aussi l'aventure, il y a aussi la montagne. Ouais. Enfin, voilà, c'est très, le trail, très je pense que ça représente à peu près 50% des athlètes. Donc on va dans des secteurs aussi plus confidentiels, notamment la slackline, le parapente, des univers qui nous parlent. Souvent, on nous parle tout de suite de montagne. Pour beaucoup de gens, c'est le ski. Paradoxalement, nous, c'est pas forcément un univers. En tout cas, le ski de piste traditionnel, c'est pas vraiment l'univers dans lequel on se retrouve. On est plutôt dans des sports nature, si je peux dire. Pour finir sur Simalp, avant de rentrer un peu plus spécifiquement, toi, ton rôle et ta vie au quotidien au sein de Simalp, il y a une envie d'indépendance qui est assez centrale, de ce que j'ai compris, le choix aussi d'une croissance maîtrisée qui pourrait peut-être surprendre ou étonner ou peut-être être même contre-intuitive dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et que tout le monde connaît avec les enjeux de rentabilité et de développement qui sont l'enjeu de plein de boîtes privées. C'est la valeur de l'indépendance, tout ça, d'avoir cette croissance maîtriser, de faire les choses par étapes et c'est ça qui est important pour pouvoir garder les mains sur le volant. Ouais, tout à fait. C'est aussi l'expérience, parce que du coup, je commence à avoir accumulé un peu plus d'expérience. Avec l'entreprise précédente, en fait, on n'en a pas parlé, mais on avait eu des périodes de levée de fonds. Donc, je sais ce que ça implique, les avantages et les inconvénients. Souvent, on a tendance à présenter les avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Du coup, j'étais assez clair avec moi-même sur le chemin que je veux faire pour Simalp. Et effectivement, c'est avoir de la liberté, moi, déjà, pour moi, et ça implique d'en donner beaucoup aux collaborateurs. Moi, je pense que ma nature est d'avoir une capacité à apprendre assez rapide et d'arriver à un niveau moyen assez rapidement et d'être après moins bon quand il faut être spécialiste. Et donc j'essaye de m'entourer toujours de personnes meilleures que moi sur tous les sujets. Et c'est ce que aujourd'hui je suis vraiment fier des personnes qui m'accompagnent et j'essaye de leur dire le plus souvent possible que ce qu'ils font c'est bien mieux que ce que moi j'aurais pu faire et que c'est grâce à eux qu'on continue de faire grandir l'entreprise. Effectivement, Simalp, aujourd'hui on arrive sur une entreprise où on est quasiment une 50aine de collaborateurs. On n'est plus une toute petite entreprise, donc ça implique pas mal de changements, d'organisation. Et en fait, on a toujours cette même liberté, cette même agilité, et on essaye de veiller justement à garder ça. Tu parlais justement des personnes qui t'entourent, les équipes, avec leur niveau d'expertise qui viennent enrichir globalement Simalp. C'est quoi les grands piliers, les grands départements en tout cas au sein de Simalp pour donner aussi un peu avoir l'envers du décor à nos auditeurs?
Donc aujourd'hui chez Simalp, on maîtrise totalement notre logistique. Donc on a un entrepôt. D'ailleurs, on va bientôt déménager et construire un entrepôt beaucoup plus grand. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais. Donc on a l'équipe de la logistique, l'équipe du service client. Quand on appelle, c'est pareil, on arrive forcément à Saint-Marcel-les-Valences. On a ensuite l'équipe produit, évidemment, qui développe toute la partie produit. L'équipe marketing. Aujourd'hui, on a le plaisir, si je peux dire, de vendre en Espagne, en Italie, en Angleterre, enfin dans les pays proches et bien au-delà. Donc tout ça, ça nécessite de traduire, de se faire connaître. Donc c'est une partie importante. Et puis le marketing, ça reste un besoin important pour faire connaître la marque et les produits. On va revenir à toi plus spécifiquement dans ton rôle au sein de Simalp. Ça n'existe pas, je le sais, mais si on devait imaginer une journée type pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme à coup sûr et puis un peu toutes les variables qui peuvent arriver dans une journée? Un petit peu d'administratif, malheureusement. C'est vraiment ce que j'aime le moins. Ensuite, on va retrouver des décisions à prendre sur le développement des produits, sur les projections, parce qu'on vend, donc aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais Simalp, c'est 90% de la vente qui se fait via notre site internet en direct. Hein. Donc, ça a l'inconvénient quand même de ne pas avoir de projection, c'est-à-dire qu'on a les chiffres au jour le jour. Quand tu vends à des magasins, les magasins achètent quasiment un an à l'avance. On n'a pas cette vue-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lance en fabrication. Nous, quand on lance une fabrication, c'est à peu près 12 mois de délai de production. Et donc ça veut dire prendre des risques sur anticiper ce que vont vouloir nos clients. Et puis, qu'est-ce que je peux avoir oublié ? Des imprévus tous les jours. Des imprévus tous les jours. Ça, c'est le quotidien de l'entrepreneuriat. Ouais, moi, j'aime bien, en fait, aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus vraiment de fonction opérationnelle. Et j'aime bien, en fait, être la roue de secours. Voilà, c'est un poste qui me convient bien. Donc, quand il y a un problème spécifique, ça peut être sur le site internet, ça peut être un bug, ça peut être plein de choses. Je suis là, disponible et je peux intervenir. Prêt à aider et à soutenir les équipes. Exactement. Ce qui te donne envie de lever le matin, là, le moment où tu arrives ici, tu ouvres la porte, qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et qui te fait vibrer au quotidien? On a un truc qui est génial quand on conçoit comme ça des produits pour le sport, c'est les nouveaux produits, en fait, quand on reçoit des protos. J'ai toujours dit à l'équipe produit, donc maintenant j'ai une équipe produit qui est plus importante et je suis plus autant frontal qu'auparavant. Mais quand tu as pensé un produit et que tu le reçois sur ta table le matin, pour moi, ça a toujours été comme le jour de Noël, en fait. Donc j'ai la chance d'avoir quelques Noëls dans l'année. Ça devient tangible, le fait de pouvoir avoir dans la main, c'est ça, enfin, que ça devienne concret. C'est ça, ouais, de le voir. Donc tu as plusieurs étapes en fait. Tu as le premier proto où là tu vois ton idée qui commence à se dessiner. Puis le deuxième proto où là tu commences à avoir quelque chose que tu vas pouvoir aller essayer, que tu vas pouvoir... voilà. Puis tu as le produit fini en fait, quand il arrive en stock et qu'on te dit tiens, il y a tel modèle qui est arrivé. Et là tu le vois, il est dans la bonne couleur, avec les bons dégradés que tu as demandé. Et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve ça... à chaque fois, j'ai les yeux qui pétillent, quoi. Le Père Noël existe toujours, en tout cas, pour toi. Ouais, carrément. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, donc on a compris, toi, tu es très entouré, très au contact de tes équipes. Est-ce que parfois, il y a des moments où tu es un peu démuni sur une décision, sur un cap, ou est-ce que par le passé, tu as pu connaître peut-être ça? Est-ce que ça peut être déroutant, mais c'est quelque chose quand même qui est une réalité, je pense, pour la plupart des entrepreneurs? C'est vrai, par le passé, j'avais pas la chance d'avoir une équipe comme je peux l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis en place un système assez collégial, ce qu'on pourrait retrouver, qui s'appelle un CODIR, avec les différents services. Et comme je le disais, moi, ça me plaît d'avoir ce côté collégial, de partager la prise de décision. Et je m'efforce autant que possible de ne pas prendre de décision seul. Parfois, ça peut être frustrant, parce qu'on a envie de... Moi, le premier, j'aime bien faire comme je veux. Comme tu le disais tout à l'heure, enfin voilà, ce côté libre et dire si j'ai envie, voilà. Donc ça, c'est limitant sur cette partie-là. En revanche, ça a un énorme avantage, c'est que du coup, les décisions sont partagées et que t'es plus seul. Donc, c'est vrai que
pour Simalp, aujourd'hui, j'ai pas ce poids d'être seul. Et d'avoir cette solitude effectivement du dirigeant, et je pense qu'elle est, en tout cas c'est ma conviction, qu'elle est quand même assez liée au fait de partager les décisions. Et est-ce que tu as malgré tout cette espèce de pression, en tout cas de devoir insuffler ou de devoir porter le cap même si c'est concerté? Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui dois arriver à la table avec ces éléments-là pour ensuite embarquer les gens dans le projet, les questionner, etc. En tout cas voir si c'est la bonne chose à mettre en œuvre, mais d'être quand même un peu porteur de ça et moteur. Ouais. De moins en moins, je pense. En fait, moi, je me ressens plus comme un entraîneur, tu vois. Le poste, tu vois, patron, chef d'entreprise. C'est pas vraiment pour moi la bonne définition de ce que je fais aujourd'hui. Je me sens plus comme l'entraîneur sur le banc et de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Ça, franchement, c'est hyper chouette. Enfin, pour moi, j'apprécie beaucoup. J'ai pas de problème à être moins dans la lumière, donc du coup aller pousser un petit peu, tu vois, justement sur les événements, les choses comme ça. Voilà, j'ai pas cette. T'as trouvé la bonne formule en tout cas. C'est ça. Qui est juste pour toi. Lionel, on l'a dit, la marque Simalp célèbre ses 60 ans aujourd'hui. J'ai une petite question qui pique pour toi. Tu connais le podcast, donc question qui pique, c'est une question rhétorique dans le podcast. C'est une toute petite. Les noces qu'on fête lorsqu'on célèbre 60 ans de mariage, c'est les noces de quoi? Aucune idée. Je vais répondre vermeil. Diamant. Pas mal. Ok, ouais, c'est toi, chouette. Ce sera en 2012, si je dis pas de bêtises. On dit 2012, c'est ouais, ça 2072. Il y a un peu de temps encore pour préparer c'est ça. La réception. En tout cas, diamant, ouais, donc ok. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un des projets assez central pour cette année de 60e anniversaire qui est votre projet de nouveau siège, le Refuge, qui est sous les feux de l'actualité puisque la première pierre a été posée le 27 mars dernier, donc c'est tout récent. Il doit y avoir encore du ciment en train de durcir juste à côté de cette première pierre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet qui est extrêmement ambitieux et puis quel sens tu lui donnes et à quel point il va aussi contribuer à structurer l'avenir de Simalp? Ouais, c'est un projet assez fou. J'avoue que j'ai du mal encore à me rendre compte que ça va être bientôt réel. On a aujourd'hui un peu moins de 3000, on a 2500 mètres carrés d'espace de stockage, et on s'est rendu compte il y a 2 ans que si on continue à faire une croissance, on a une croissance aujourd'hui moyenne d'à peu près 20 à 30%. Dans notre projection, on allait en 2024 être à l'étroit et donc plus être en capacité de stocker la totalité de nos produits, ce qui implique quand même une organisation un peu complexe. Donc, faut chercher un nouveau site. J'avais la volonté de pas changer trop les habitudes, et on a trouvé un site qui est à 500 mètres d'ici, donc on va être demain vraiment à côté. Et on a fait, j'avoue, là j'ai été un peu ambitieux, donc on fait un entrepôt qui va être, je crois, 7 ou 8 fois plus grand, des bureaux qui sont 3 fois plus grands, donc ouais, un vrai beau site pour pouvoir, avec un emplacement en plus qui est vraiment central sur Valence. Je pense que ça va être un cap assez fou à passer pour la marque. Avec un objectif qui soit, le bâtiment soit autosuffisant en énergie aussi? Alors ouais, forcément, les considérations écologiques doivent aussi être... c'est vrai que là, sur le site actuel, quand tu arrives, c'est pas forcément ce qui te saute aux yeux. Et donc, on avait la volonté d'avoir un écrin pour la marque qui soit représentatif de nos engagements. Donc panneaux solaires, donc une climatisation assez nouvelle dans sa conception, qui consomme très peu d'énergie. Voilà. Puis beaucoup de bois, des matériaux les plus naturels possibles. Je réserve ma soirée, je pense que ce sera fin 2024, début 2025, si j'ai bien suivi. J'espère. Pour l'inauguration, dans une petite année, on va dire, on espère que le refuge sera sorti de terre. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, des projets phares, des temps forts pour la marque cette année, là, pour les 60 ans? Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts et je tente. Allez, on verra. C'est le grand saut. Donc, en fait, on a 60 ans. Pour les 60 ans, on s'est dit que c'était le bon moment pour sortir une collection un peu Madeleine de Proust. Donc on va avoir une collection qui va sortir vraisemblablement début octobre avec des coloris qui reprennent un petit peu l'identité des années patrimoniales de la marque. Ouais, c'est ça, exactement. Sur des produits phares qu'on va faire à l'effigie de nos 60 ans. Ta perception, toi, sur les années à venir, la façon dont le marché va évoluer, est-ce que tu imagines des évolutions
assez radical, plutôt une continuité? Est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs qui peuvent potentiellement un peu disrupter le marché, le terme un peu galvaudé, ou c'est plutôt un marché qui est assez stable et conservateur? Enfin, voilà, comment tu imagines, toi, l'avenir de manière globale, et puis quelle place et quels grands axes stratégiques vous allez appuyer? Je sais qu'il y a un projet Roadmap 2030 voilà, avec l'éco-conception, la durabilité et circularité qui est au cœur de ce que vous allez faire. Voilà. Comment est-ce que toi tu vois évoluer, en tout cas si on fait un peu cette prospective sur le marché au global, et puis quelle place pour Simalp et quels éléments stratégiques clés pour vous? Donc Simalp, on est encore j'allais dire une jeune marque. Alors pas par l'âge, mais par l'endroit où on se trouve. On a, je pense, un potentiel qui est énorme, puisqu'on travaille en fait tous les segments des sports de montagne, notamment la randonnée, l'alpinisme, qui sont quand même des marchés hyper larges. Ma vision, c'est que la connexion avec la nature, et plus précisément la montagne, elle en est encore qu'à ses débuts. Je suis certain que les générations qui arrivent, c'est quelque chose qui est... on est de plus en plus dans l'ère numérique, sur les téléphones, etc. Et de plus en plus, on a besoin de se déconnecter de cette vie numérique. Et justement, la nature représente vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un des derniers lieux où on peut ne pas capter. Et donc, par rapport au marché, je pense qu'il y a plein de nouveaux sports qui vont naître. Un potentiel encore hyper large de création de nouvelles activités. Et donc de nouveaux publics qui vont naître, donc de nouveaux publics. Évidemment, il y a un vrai sujet sur le réchauffement climatique avec la problématique de la neige, la raréfaction qu'on prend nous déjà en compte. On sait qu'on doit s'adapter. Plus spécifiquement pour l'entreprise, on a un nouveau marché qu'on a commencé qui est la chaussure. On en a parlé tout à l'heure avec la chaussure qu'on a fait à l'effigie de la NASA. C'est un marché qui est vraiment extraordinaire, où je pense, et j'espère que l'équipe me suit là-dessus, le marché de la chaussure notamment, alors il y a énormément d'innovations sur la partie trail, des nouveaux modèles, il en sort tous les 4 matins. Par contre, sur la partie randonnée, je pense qu'on a un potentiel assez important d'apporter des innovations. Le marché est en train de changer, il y a de plus en plus de personnes qui randonnent avec des chaussures type trail. Et donc là, je pense que pour Simalp, il y a un terrain de jeu hyper grand, et qui, moi, j'aimerais que demain, l'activité de Simalp, elle soit plus partagée entre la chaussure et le textile. Aujourd'hui, c'est 90% du textile. On va faire un bilan. C'est pas la fin d'une histoire, mais en tout cas, c'est l'occasion aussi de regarder un peu dans le rétro, à la fois à l'échelle de la marque et puis toi, de tes 15 dernières années au sein de Simalp. La plus belle chose qu'on puisse te dire aujourd'hui sur Simalp, qu'est-ce qui te dit, ok, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, ou j'ai réussi, c'est juste par rapport à ce que moi j'imaginais et je rêvais? Que la marque fait envie, que les gens comprennent le cœur qu'on peut mettre à l'intérieur des produits, et qu'on achète un produit Simalp aussi parce que la marque, quelque part, apporte d'une certaine façon un peu de rêve. C'est jamais très bon d'avoir des regrets, mais est-ce qu'il y a des choses que tu réécrirais différemment dans cette histoire? En tout cas, j'ai pas de regrets forts, et voilà, qui m'empêchent de dormir la nuit. C'est une bonne question. J'ai jamais forcément. Je préfère pas avoir de regrets, en fait. Je pense que c'est dommage. Parce que... Oui, il y a forcément des petites sorties de route qui amènent à ce qui est l'histoire de la marque aujourd'hui. Elle arrive, ça fait partie du jeu. J'aime bien dire qu'il y a du positif et du négatif dans chacun de décisions. Et en lien avec ce que je viens de te demander, est-ce que tu as le sentiment d'avoir toujours été fidèle au cap que tu t'es fixé, de jamais avoir dérogé, ou d'être très intègre par rapport à ta vision initiale et la vision initiale de la marque? Assez, oui. On a suivi un cap assez bien tracé, je pense. Les clés du succès de Simalp aujourd'hui, quels facteurs tu les attribues? On a compris que les collaborateurs étaient essentiels et les expertises que tu allais chercher autour de toi et les valeurs étaient centrales. Est-ce que tu vois d'autres choses qui expliquent que Simalp aujourd'hui a trouvé son public, se développe, va bien? On a effectivement trouvé, je pense, un mix qui fait qu'on a un rapport qualité-prix qui est intéressant. On a des produits qui sont innovants, dans lesquels on retrouve... en fait, souvent, quand on a pu travailler avec des agences de communication, eux, leur truc, c'est d'essayer de te faire sortir justement ton point un peu marginal. Et ça a toujours été difficile.
Et en fait, ce qu'on s'est dit avec l'équipe, avec Marie notamment du service qui est responsable du marketing, on a un profil un peu de bon élève, tu vois, qui est pas excellent dans une matière, mais qui est plutôt bon dans toutes. Qui déçoit pas. Qui déçoit pas. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être notre marque de fabrique. Voilà, de se dire que on n'est sans doute pas les meilleurs dans une des catégories, mais par contre, on est assez bon dans toutes, et du coup, on est fidèle. Voilà, donc ça me plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a un piège à éviter ou un point d'attention sur la marque, sur l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu penses qu'il ne faut pas se tromper? Les recrutements, parce qu'on a justement cet esprit un peu bande de copains qui est hyper agréable et qui est souvent, on passe certains caps plus difficiles à garder. Et donc je pense que c'est le point de vigilance en tout cas que je garderai. Je te propose un exercice donc de fiction. Comment ils vont être les 120 ans de Simalp? Waouh, trop bien. 2084. 2084. Alors là, je suis assez inspiré. Perspective maximale. Ouais, tu vois, j'ai Retour vers le futur qui est générationnel. Je pense que ça va parler à déjà des chaussures qui se lassent toutes seules, quoi. Ça serait quand même pas mal, ça. Ah ouais. Non, sans blaguer, j'espère que la marque déjà aura gardé son positionnement, son ADN. J'espère que je ne serai plus à la tête surtout. Que ça fera déjà un petit moment que je serai retraité heureux quelque part. Tu auras 105 ans. 105 ans, ouais. Alors je ne sais pas si je dois souhaiter d'être encore vivant. J'espère qu'on aura toujours ce côté disruptif sur le marché. Alors je ne sais pas ce qu'on aura pu inventer comme on achètera les produits Simalp. Sans doute pas sur l'e-commerce, mais peut-être qu'on aura des imprimantes 3D chez soi et qu'on pourra appuyer sur un bouton et dire je veux un bonnet, et clac, t'appuieras sur le bouton et là tu pourras choisir le modèle que tu veux et en 10 minutes tu auras le modèle disponible chez toi. Puis l'environnement, des produits éco-conçus intégralement, tout bien aussi. Ouais, carrément. Ouais. Pas de déchets. Zéro déchet. Ouais. Tu pourras remettre ton ancien pull et dire fais-moi 3 bonnets à la place. À titre plus personnel, là, tes projets ou tes envies pour cette année 2024, tes réjouissances? Déjà, tu l'as dit, on a ce magnifique projet de bâtiment. On a plein de nouveaux produits qui vont sortir chez Simalp, que ce soit des chaussures, des vêtements, une gamme qui se structure. On a fait des beaux recrutements sur l'équipe produit avec l'arrivée de nouveaux produits qui sont de plus en plus précis dans leur spécificité et dans l'adressage d'une pratique. Et à titre perso, des réjouissances, des projets, des envies? Titre perso, alors moi, je suis Ton premier album enfin disponible. Ah ouais. Un projet de Tour de France à vélo avec un de tes enfants. Alors, un album, moi, je suis pas du tout chanteur. En revanche, j'ai ma femme qui est en reconversion et en train de devenir chanteuse. Donc, peut-être dans la famille, un premier album. Moi, je suis un fan j'adore voyager. J'adore découvrir des endroits, tu vois, j'adorerais partir j'irai dormir chez vous, des trucs comme ça. Et donc j'essaye de partir le plus possible en vacances et donc là j'ai un voyage qui se prépare cet été. On va découvrir la région de Québec et le Nord. Ouais. Voir les baleines et tout ça, donc là je suis en train de le préparer, donc ça me fait rêver. J'ai vécu 3 ans au Québec, donc là tu touches à une génial. corde sensible. On pourra en discuter tout à l'heure. Exactement, à l'heure du déj. Ok. Merci beaucoup Lionel de t'être livré avec autant de sincérité et de cœur et puis de nous avoir donné à entrer au cœur de Simalp, dont on peut constater la sincérité avec laquelle en toi et de ton équipe tu en assures le développement, tout ça sans jamais déroger au cap que vous êtes fixé il y a 60 ans. Je souhaite bon anniversaire et longue vie à Simalp évidemment. Merci encore pour ton accueil Lionel, ainsi qu'à tes équipes. Le moment est venu de prendre une grande respiration. Je vais demander un dernier exercice. Il va falloir souffler les 60 bougies. C'est à toi, vas-y, souffle. Tout éteinte. Bon anniversaire, joyeux 60 ans et puis à très bientôt surtout. Merci encore. Beaucoup.
C'était vraiment un super moment et je suis personnellement un fan de podcasts, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Et ce que je voulais te dire, c'est que pour avoir écouté quelques-uns de tes podcasts, c'est peut-être ce qui va faire que je vais m'inscrire prochainement sur une course. Ah, génial. Parfait. Voilà. Si Donc, Course bravo, Épique peut y contribuer bravo un pour tout tes petit peu. podcasts. Merci infiniment. À bientôt, Lionel. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.